Merci encore de votre présence en ce samedi 20 juillet 2024. Après plus de 10 mois de génocide, plus de 290 jours que les Palestiniens de Gaza notamment subissent un génocide d'une violence et d'une barbarie sans nom. Les génocides, habituellement, c'était dans les livres d'histoire. On entendait parler de génocide. Eh bien non, les génocides, ce n'est plus dans les livres d'histoire. Nous assistons actuellement à un génocide qui n'est non pas dans l'histoire, mais qui n'est qu'à 4 heures de vol de là où nous sommes actuellement. La population palestinienne subit ce génocide depuis fort longtemps, sauf que ça s'est accentué depuis le 7 octobre. L'histoire de ce génocide n'a pas commencé le 7 octobre, comme vous le savez, ça a commencé bien avant 1948. Il y a tout un programme pour chasser cette population de sa terre, pour l'exproprier. Et la question du Hamas n'est qu'un prétexte pour appliquer ce programme qui date depuis fort longtemps, qui est la judéisation de la Palestine, de toute la Palestine. D'ailleurs, cette semaine, par rapport à cet État de Palestine, une nouvelle loi a été votée au Parlement israélien qui dit maintenant clairement nous ne reconnaîtrons pas la Palestine et nous sommes contre l'établissement d'une terre de Palestine. L'État de Palestine, nous ne le reconnaîtrons pas. Donc ça, il faut se le dire. Nous avons, nous, notre analyse de la situation et sur place, ils ont leur programme dont je vous parlais. Et comme je le disais, nous assistons là à des crimes odieux. Je ne vais pas garder la parole longtemps, je voudrais juste un petit peu... Moi, il y a une phrase qui a retenu mon attention cette semaine. C'est une phrase d'un jeune palestinien de Gaza qui a dit « Le crime le plus odieux est de s'habituer à tout ça et de se taire. » Ce jeune s'adresse à qui? Ce jeune s'adresse à nous. C'est-à-dire que ce crime, ce massacre, ce génocide est devenu quelque chose de normal. Interrogeons-nous chacun et de se dire, même nous quand nous entendons ces chiffres, c'est-à-dire 30 000 morts, 50 000 morts, et même certains disent que les chiffres vont bien au-delà de 150 000 morts, ce qui est fort probable aussi, de toute façon. Et que plus personne ne réagit, ça ne nous fait d'ailleurs plus grand-chose. Et ça, c'est un drame. Ça, c'est un drame parce qu'ils sont en train aussi, avec leur barbarie, de tuer l'humanité qui est en nous aussi. Et ça, c'est très, très, très dangereux aussi. C'est-à-dire que pendant qu'ils bombardent, ils regardent aussi de notre côté savoir comment nous réagissons. Il n'y a plus qu'à voir un petit peu tout ce qu'ils attaquent, c'est-à-dire les hôpitaux qui sont bombardés depuis le début. Nous attendions au minimum que tout le corps médical, à minima, se soulève, descende dans les rues. Mis à part quelques initiatives par-ci par-là, et je salue le docteur Venet de Grenoble, qui a fait quand même pas mal d'actions, qui a essayé de mobiliser comme il a pu, et en réponse, il a été convoqué par l'ordre des médecins à Paris pour ces actions, pour dénoncer ce qu'il se passait. Les écoles ont été bombardées aussi, et là je m'adresse au corps enseignant. Où êtes-vous les enseignants? Les journalistes, évidemment, comme vous avez tous suivi, les journalistes qui sont là, je dirais les témoins de ce qu'il se passe, et là aussi ils sont tués petit à petit pour pas que l'on assiste, pour pas qu'on ait des informations, pour pas que l'on voit ce massacre. Et là où sont les journalistes en France notamment? Ont-ils manifesté? Sont-ils dans la rue? Là aussi, une espèce de silence. Et quand je dis qu'il s'agit de crimes, et que ces crimes-là ne sont plus dénoncés, ça c'est très problématique. C'est très problématique parce que nous avons, je crois, le devoir aussi, tout un chacun, de mobiliser et de faire savoir ce qu'il se passe actuellement. Donc, comme je disais, ils nous ont inventé évidemment un prétexte, mais regardons, pour bombarder, pour accélérer
accélérer un petit peu ce génocide pour aller très vite là actuellement. En 48, et bien avant, comme je disais, ça avait déjà commencé. Nous avons assisté quand même, nous retenons quand même des noms comme Sabra et Shatila, pour ceux qui s'en souviennent. Le massacre de Der Yassin aussi, pour ceux qui s'en souviennent. Et après, il y a eu toute l'accumulation des bombardements tous les 2, 3, 4 ans, 2008, 2009, plomb durci, parce qu'évidemment, il faut donner des noms très, je dirais, très poétiques à ces massacres. Il y a eu le massacre de 2012 aussi, 2014, 2016, tous les 2 ans, cette pauvre population est en train de faire les frais de toute cette barbarie actuelle. Alors, on parle souvent de Gaza, évidemment, et quand je vous parlais de programme, c'est toute la Palestine qui est concernée. Et souvent, là, actuellement, évidemment, avec ce qui se passe, on regarde du côté de Gaza. Il y a aussi la Cisjordanie. Je vais demander à Ikram, qui nous a préparé un petit papier pour nous parler un petit peu de la situation en Cisjordanie. Juste après elle, on a au niveau du programme un petit peu de poésie, parce que avec tous ces bombardements, les Palestiniens n'ont pas oublié de faire de la poésie quand même, et on va partager avec vous. Je vais donner la parole à Ikram, mais avant ça, je tiens à vous remercier. Ces manifestations, ces rassemblements sont très attendus en Palestine. Actuellement, tous les samedis soirs, nous leur envoyons nos rassemblements, à l'heure où ils pensent que le monde entier les a abandonnés. Quand ils voient nos rassemblements, croyez-moi, ça leur fait très chaud au cœur. C'est pour ça que je vous invite, malgré la chaleur, malgré les vacances, malgré tout ce que... tous les prétextes qu'on peut avoir pour ne pas venir, ça je le respecte, mais chaque samedi, nous allons essayer de mobiliser. Je vais passer la parole à Ikram. Il y a après 4-5 tours de parole, j'essaierai enfin, reprendre la parole entre chaque. Excusez-moi, j'ai une extinction de voix, c'est pas très pratique. Ikram, donc, il va nous parler de la Cisjordanie, parce que, comme je disais, il se passe aussi des choses là-bas. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi je vais vous parler de la Cisjordanie, donc je vais vous lire un article. Donc Israël annonce le plus important vol de terre de Cisjordanie. Donc selon l'ONG, la paix maintenant s'injure contre cette mesure prise en juin, mais relevée ce mercredi seulement, vue comme inopportune en raison des circonstances. L'administration civile chargée des affaires civiles en Cisjordanie a déclaré terre d'État, 1200 hectares de terre situés dans la vallée du Jourdain, ce qui les rend aptes à la construction. Selon l'organisation La Paix Maintenant, active contre la colonisation de la Cisjordanie, il s'agit de la plus grande opération d'appropriation de terres domaniales depuis les accords d'Oslo en 1993. Et fait suite à plusieurs autres mouvements similaires, comme ces 800 hectares de la vallée du Jourdain. Déjà en mars dernier, les 263 hectares situés à l'est de Jérusalem en février, et enfin les 17 hectares situés dans le Guest d'Etziou. Cette nouvelle déclaration porte sur des terres situées à une 50aine de kilomètres au nord de Jéricho, contribue aux 800 hectares de terres domaniales désignés en mars. L'opération a eu lieu le 25 juin, mais n'a été publiée que ce mercredi. La quantité de terre déclarée terre domaniale en 2024, soit quelques 2370 hectares en juin, dépasse de loin toute autre opération enregistrée depuis le début de ce siècle. Le précédent record s'élevait à 478 hectares en 2014. Netanyahou et Smotrich sont déterminés à lutter contre le monde entier et contre les intérêts du peuple d'Israël, pour le profit d'une poignée de colons qui reçoit des milliers de dunams, soit des centaines d'hectares, comme s'il n'y avait ni conflit politique à résoudre, ni guerre à terminer, selon La Paix Maintenant. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Cisjordanie, donc on parle de la zone 7. Donc, en résumé, c'est des Palestiniens qui vivent là-bas. Donc, pour les Palestiniens,
pour avoir droit sur terre, il faut qu'ils fassent une demande de construction, enfin de permis de construction, ce qui est refusé, voire très compliqué à obtenir. Donc bon, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aient un toit sur la tête, donc ils construisent. Et donc les colons arrivent avec des caravanes et détruisent donc les maisons des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, soit en zone 7. Et donc on leur coupe l'eau, on les tue, on les maltraite, on dégrade les arbres, tout pour qu'ils ne puissent pas vivre là-bas et qu'ils puissent être exilés. Ensuite, ces colons, donc, ils s'installent. Et là, l'armée, ainsi que le ministre, en tout cas l'État israélien, fournissent des armes, leur donnent de l'eau, de l'électricité, pour qu'ils puissent vivre. Donc, au final, en fait, si on résume tout ça, c'est que l'objectif donc d'Israël est clair, c'est de faire disparaître donc le peuple palestinien, que ce soit en Palestine, en Cisjordanie et je ne sais où encore. Ben voilà. Merci Ikram, elle vous a présenté un petit peu aussi la situation en Cisjordanie qui est tout aussi catastrophique et dramatique. Il y a l'actualité, effectivement, tout le monde a entendu parler de la Cour internationale de justice. Est-ce que ça parle à certains? La Cour internationale de justice qui a statué actuellement, alors je vais me faire plaisir un peu sur des éventuels risques de génocide, mais bon, c'est pas rien, c'est pas grave. Sur la question de la Palestine, on va être très peu exigeant. Et il y a effectivement des choses qui ont été dites. Il est important de les noter et d'en parler. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui deux avocats avec nous. Je demande à ce qu'on les salue parce que on leur a demandé de venir. L'un pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la Cour internationale de justice. Et l'autre avocat lyonnais aussi, qui va vous parler de certaines actions aussi qui sont en préparation, pour lesquelles nous allons demander aussi pas mal de mobilisation. Parce que souvent la question qu'on nous pose, c'est, avec tout ce qui se passe là-bas, on se sent un petit peu démunis, désarmés, on ne sait pas tellement comment agir. Et je vous dis, il y a énormément de choses à faire, sauf qu'on l'ignore. Donc je vais accueillir Ala qui va nous parler de la Cour internationale de justice. Juste derrière lui, son confrère, avocat aussi, qui va nous parler des deux actions qu'il détaillera. Merci Ala. Merci Nida. Merci à vous tous, bonjour, à vous tous et toutes. Merci de votre présence et de votre mobilisation. Comme ça a été dit par Lila, effectivement votre mobilisation est indispensable pour les Palestiniens. Parce que, bien qu'on soit nous en vacances aujourd'hui, sachez que les bombes continuent à tomber à Gaza. Et les enfants palestiniens, les familles palestiniennes, les Palestiniens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas en train de se faire assassiner en silence. Donc votre présence est indispensable pour les Palestiniens. Merci à vous tous. Alors, rapidement, et Lila, je te laisse me chronométrer parce que je m'étale voilà, dans la parole. 5 minutes, très bien. Allez, comme vous le savez, hier, la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif concernant l'occupation de la Palestine, l'occupation de la Cisjordanie et l'occupation de la Palestine divisée en 1900, vous savez, la partie occupée en 1967. Donc c'est une résolution, donc c'est un avis consultatif pour une consultation qui a été déposée depuis 2017. Pour vous dire que les instances internationales, lorsqu'il s'agit d'agir pour la Palestine, ils prennent leur temps. Et ça, c'est quelque chose que certainement vous avez dû constater pour avoir un avis de ces instances au sujet du génocide qui est en train d'être commis aujourd'hui en Palestine, où ces instances, ils ont besoin d'avoir encore des preuves, comme si les images, plus de 40 000 morts ne suffisent pas pour dire effectivement il y a un génocide. Tant mieux pour l'Ukraine, pour 100 fois moins que ça, on a constaté qu'il y avait un génocide et on a constaté qu'il y avait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
Donc au sujet de la décision qui a été rendue hier, c'est une décision qui vient confirmer que l'occupation de l'État d'Israël, de la Palestine, de la partie de la Palestine occupée en 1967, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, Jérusalem-Est, ainsi que Gaza, est une occupation illégale et qu'il appartient à l'État d'occupation, à l'État sioniste, à l'État d'Israël, de quitter ces territoires. Vous le savez certainement, il y a des résolutions qui ont été votées depuis les années 40, 47, 48, qui délimitent aussi la Palestine, qui n'ont jamais été respectées. Moi, personnellement, en tant qu'avocat, je salue cette décision, bien qu'il intervient très très tardivement, et bien que je sais qu'en termes d'application, c'est une décision malheureusement qui ne trouvera pas son application, parce que immédiatement après avoir prononcé cette décision, on a vu la réaction de l'armée israélienne qui a continué à bombarder, qui a continué à tuer, qui a commis hier 4 massacres. Lorsqu'on parle de massacres à Gaza, c'est que lorsque le nombre de victimes dépasse 10 martyrs palestiniens et des dizaines de blessés. Donc le gouvernement israélien a rappelé son attachement à la Cisjordanie et à ce qu'ils appellent la terre d'Israël. Et même, ils ont menacé les juges de la Cour internationale de justice physiquement. Ils ont menacé même les instances internationales pour vous dire que c'est un État, ne pas simplement terroriste sur le peuple palestinien, ne pas simplement terroriste sur le plan local et régional, mais c'est un État terroriste qui terrorise les instances internationales. Et ça, chacun d'entre nous, et chaque État, on doit tirer les conséquences. Cette résolution, je vous remercie, madame. Cet avis consultatif viendra s'ajouter à des dizaines, pour ne pas dire plus, de décisions, des résolutions des Nations Unies qui condamnent l'État d'Israël, mais qui n'ont jamais été appliquées. Vous le savez aujourd'hui aussi, le soutien inconditionnel à l'État d'Israël génocidaire, qui est les États-Unis aussi, qui a exprimé sa surprise quant à cette décision, et qui a promis de suspendre le financement de ces instances internationales qui condamnent l'État d'Israël. Honte à ces pays, honte aux États-Unis qui soutiennent inconditionnellement l'État d'Israël. Autre chose aussi, vous savez, dans cette décision, et je termine avec ça, vous savez, cette décision, elle demande à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies aussi, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire appliquer cette décision et afin de stopper les actions d'occupation de l'armée israélienne en Palestine. Et ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle notre pays aujourd'hui, que la France, qui est en train d'envoyer des armes, qui est en train d'envoyer des soldats, qui envoie des soldats sans impunité à Gaza à les tuer, des franco-israéliens revenir en France avec du sang sur les mains, sans impunité. Ça nous rappelle notre devoir, nous, d'agir, de sensibiliser, de continuer le combat pour que plus jamais on envoie des soldats sur place, pour que plus jamais les taxes de contribuables servent à aller tuer et à aller financer des sociétés d'armement israéliennes, pour que plus jamais notre argent à nous, notre État, qui est censé être un pays de droits de l'homme, est censé respecter ses droits, n'apporte aucun soutien à l'armée israélienne. Donc continuez à vous mobiliser, on ne lâchera rien et on continuera notre combat pour la Palestine jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Merci à vous. Merci Alain, c'est un exploit. C'est un exploit. Effectivement, il a parlé de la Cour internationale de justice, comme toutes les instances qui ne cessent depuis des années de dénoncer, de s'indigner. Mais ce que nous demandons, nous, ce sont des sanctions qui tardent à venir. On va juste vous faire répéter un slogan pour un petit peu... Et ça fait: où sont-elles les sanctions contre Israël? Où sont-elles les sanctions contre Israël? Et où sont-elles? Et où sont-elles? Les sanctions contre Israël. 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 Parce qu'Israël assassine des enfants en Palestine. Et Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine
Et Israël assassine les enfants de Palestine. Et Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Et Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine Il y en avait un derrière moi, il m'a éclaté l'oreille. Et Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Tahia Tahia 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 Palestine. Merci à vous. On va reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les initiatives locales. On va accueillir maintenant Maître Aldouri, qui est membre du collectif Villeurbanais pour la Palestine, qui va vous présenter deux actions pour lesquelles on va demander votre mobilisation. Je vais laisser un petit peu venir nous présenter ces deux actions et on accueille Maître Aldouri. Merci. Bonjour à tous, chers amis. Si nous sommes là aujourd'hui et depuis quelque temps, c'est parce que face aux nouvelles des massacres que l'on voit chaque jour en Palestine et à Gaza, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons sur ce que chacun d'entre nous, on peut faire individuellement pour faire stopper ces massacres. Mais le problème, c'est qu'il y en a visiblement qui s'interrogent moins que d'autres. Et je veux vous parler aujourd'hui de monsieur Tony Parker. Tony Parker, c'est un basketteur de renommée internationale, lyonnais et villeurbanais d'adoption, auquel la Fédération française de basket a rendu un hommage inédit la semaine dernière, parce qu'elle a décidé de retirer son maillot, le maillot numéro 9 de l'équipe de France. C'est-à-dire que plus aucun joueur ne jouera avec le numéro 9, transformant le personnage en un quasi demi-dieu. Le problème, c'est que la même semaine de cet hommage, M. Tony Parker revenait d'un voyage à Tel Aviv, où il avait annoncé, avec son ami le milliardaire israélien et propriétaire du club de foot, du club de basket de Jérusalem, Ofer Yané, il avait annoncé à Tel Aviv qu'il allait participer et qu'il allait club, le LDLC Asvel, à un tournoi de basket en Israël en septembre prochain. Monsieur Ofer Yané, donc l'ami milliardaire, pour vous donner le profil du personnage, en novembre dernier, il avait fait une tournée en Europe dans le but de faire la propagande israélienne et de vanter les campagnes de bombardement israéliennes à Gaza. C'est ce monsieur Ofer Yané avec lequel monsieur Tony Parker s'est associé pour organiser ce tournoi. Alors, que l'on soit clair, ce tournoi de basket n'a aucun intérêt sportif. Par contre, il a un intérêt politique énorme pour Israël. Cet intérêt, c'est la chaîne israélienne I24 qui en parle le mieux. Ce tournoi de basket, ce serait le premier événement sportif professionnel en Israël depuis le début des bombardements israéliens. Ce serait, je cite, un pas significatif vers la normalisation de la situation sportive en Israël. Alors, chers amis, il faut nommer cette opération manigancée par Tony Parker et son ami. C'est une opération de blanchiment des crimes israéliens commis à Gaza et en Palestine. Rien d'autre. Comment vous allez jouer au basket à Tel Aviv alors qu'à quelques centaines de kilomètres de là, Israël bombarde les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes, les civils palestiniens? Comment est-ce que vous allez jouer au basket à Tel Aviv alors que M. Netanyahou pourrait être sous le coup d'un mandat d'arrêt international? Comment vous allez jouer à Tel Aviv alors que la Cour internationale de justice, comme l'a rappelé mon confrère tout à l'heure, a rendu une décision historique en disant que Israël, effectivement, c'est un régime colonial et c'est un régime d'apartheid.
C'est pourquoi, chers amis, avec le collectif Villeurbanne pour la Palestine, nous avons réalisé et diffusé une pétition. Une pétition pour que Tony Parker se retire de ce tournoi de la honte. C'est pourquoi vous pouvez la signer, nous la mettrons à disposition tout à l'heure, il y a un QR code, c'est très simple, vous pouvez la diffuser, etc. à vos amis. Mais je crois que à l'heure actuelle, face aux crimes et à l'ampleur des crimes qui sont commis, aucune responsabilité ne doit être épargnée. C'est pourquoi nous avons également adressé cette pétition au maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, parce que Villeurbanne, qu'il dirige, a renouvelé l'année dernière une subvention massive de plus d'1 million d'euros à LDLC Asvel, le club de Tony Parker. Alors nous pensons que M. Cédric Van Stevendel pourrait se fendre d'un petit coup de téléphone à M. Tony Parker et qu'il pourrait avoir la bonne réaction, c'est-à-dire menacer de retirer les subventions massives au club de Tony Parker, à LDLC et Asvel, si jamais Tony Parker ne se retire pas du tournoi. Et pour vous le dire en toute franchise, nous attendons une réponse et nous avons plutôt bon espoir que le maire se manifeste parce qu'en 2022, il avait soutenu Tony Parker quand ce dernier avait annoncé qu'il se retirait du tournoi de l'Euroleague de basket en Russie en raison de l'agression russe en Ukraine. Et il avait certainement raison de le faire. Monsieur Tony Parker avait alors déclaré « Ça va au-delà du sport et, je cite, c'est contraire à nos valeurs ». Mais alors, nous demandons à Tony Parker, où sont-elles passées ces valeurs? Est-ce qu'elles s'arrêtent aux frontières de l'Europe? Est-ce que la vie d'un Palestinien vaut moins que la vie d'un Ukrainien? Et il y a une dernière personne dont je voudrais vous parler, c'est le PDG de la société LDLC. LDLC, vous connaissez peut-être, c'est un fleuron de l'économie lyonnaise. C'est une société qui vend du matériel informatique et dont les boutiques sont nombreuses dans la région lyonnaise. Monsieur Laurent de la Clergerie, il est le sponsor principal du club LDLC Asvel qui porte son nom et de la salle principale de l'Asvel, la LDLC Arena. Alors nous pensons également que ce monsieur pourrait passer un petit coup de fil dissuasif à monsieur Tony Parker. Nous lui demandons de le faire et de se positionner publiquement parce que ses clients sont en droit de savoir s'ils sont complices des crimes israéliens quand ils se rendent dans les boutiques LDLC. S'il vous plaît, et j'en termine là, je vous demande d'engager toutes vos forces disponibles dans cette bataille, malgré la pause estivale, parce qu'au regard du contexte international, mais aussi du contexte local, nous pouvons gagner cette bataille, et cette bataille, elle est d'un enjeu capital pour les Palestiniens. Alors diffusez la pétition, imprimez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux, etc. Si chacun fait son travail à son échelle, on va y arriver et on va gagner. Et surtout, faites passer le mot. Aujourd'hui, c'est plus l'heure des silences et des compromissions, c'est l'heure de faire du bruit. Merci beaucoup, Tammuz, pour ces informations. Vous pouvez rejoindre la table si vous voulez en savoir un peu plus ou rejoindre notre camarade directement. Le comité international olympique se trouve à Lausanne. Nous y sommes allés il y a quelques semaines, manifester devant le CIO, le comité international olympique, où nous avons demandé à ce qu'Israël soit retiré des Jeux olympiques, tout comme ils l'ont fait pour la Russie. Donc nous demandons l'exclusion d'Israël des Jeux olympiques. Les réponses que nous avons eues, elles sont complètement démentes, en disant l'une des réponses, on ne peut pas les exclure. Pourquoi? Parce que Israël, écoutez bien, ne reconnaît pas avoir commis un génocide. Comme si on demandait aux génocidaires de reconnaître qu'ils font un génocide. Voilà la réponse qui nous a été apportée. Donc, on a bien compris, c'est pas au niveau des instances, même s'il faut les mobiliser, il faut faire pression sur toutes les instances, quelles qu'elles soient, mais le rapport de force se fait ici et dans la rue, exactement comme les Palestiniens. La question palestinienne,
résistance dans la rue. Et ça, c'est une leçon pour nous, c'est un enseignement pour nous. Parce que je vous rappelle juste qu'on parle beaucoup de la Cour internationale de justice qui a rendu là son truc en nous disant oui, on reconnaît le risque génocidaire. Moi, la question du risque, elle m'interpelle beaucoup. C'est quoi le risque génocidaire? Il y a génocide ou il n'y a pas génocide? C'est pas cette histoire. Donc, tuer comme il le tue, massacrer toute une population, la priver d'eau, etc., ça ne suit de médicaments, de soins, c'est pas suffisant pour dire que c'est un génocide. Donc, la question palestinienne, comme je disais, j'ai perdu évidemment le fil. Oui, je parlais de la Cour internationale de justice. Dénoncer, c'est pas suffisant, comme je disais tout à l'heure. Nous avons besoin de sanctions. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, de toute façon, Israël ne reculera pas. Elle se vante d'ailleurs, Israël, de dire, quand Biden nous a dit ne dépassez pas la ligne rouge à Rafah, au sein même du Parlement israélien, ils ont dit, Netanyahou le premier, à dire, eh bien nous l'avons franchi. Regardez un petit peu la provocation. C'est dire à quel point ils considèrent les instances internationales et la justice. Qui est terroriste? Qui est voyou? Si ce n'est pas eux, c'est bien Israël. Donc du coup, la Cour internationale de justice, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, avait déjà statué en 2004. En 2004, cette même Cour internationale de justice avait dit à Israël, vous allez démanteler les colonies et le mur. En 2004. Où en sommes-nous aujourd'hui? Rien du tout. C'est-à-dire que Israël se sent tout puissant au-dessus de toutes les lois. Il y va de nous, de notre responsabilité, je pense, à porter cette voix de la justice. Il ne faut pas la faire taire, parce que c'est une responsabilité que nous portons. La question de la justice, c'est nous. Et ça, c'est important de se le dire. Tant que nous serons ici, il y a de l'espoir. Tant que les Palestiniens résisteront, il y a de l'espoir. Parce que la question des Palestiniens, elle nous concerne. La liberté des Palestiniens nous concerne. Défendre la question palestinienne, c'est pas défendre les Palestiniens, c'est d'abord défendre nous-mêmes. Et ça, si nous n'avons pas compris, je pense qu'on n'a pas compris grand-chose. Les Palestiniens n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de nous pour résister. Ils sont là-bas en train de résister sous la chaleur et sous les bombes. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils mènent eux-mêmes leur propre résistance. Donc il est important que nous nous saisissions de cette affaire. Parce que ce qui arrive là-bas, si nous ne sortons pas maintenant, regardez notre avenir. À nous, il est à Gaza. C'est ce qui nous attend. Nous, ne sous-estimez pas l'importance de ce que je dis. C'est très important. C'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà ce qui les attend. Si nous ne sortons pas, nous ne bougeons pas actuellement. Alors, pardon. Donc, je vais passer la parole à Mohamed maintenant, qui va nous lire un petit récit, un petit témoignage d'un ami que nous avons à Gaza qui s'appelle Ziad Meddour. Ziad Meddour, c'est un professeur de français qui enseignait à l'université Al-Aqsa de Gaza et avec qui nous sommes encore en lien et qui a écrit quelque chose et nous allons vous le lire pour vous par Mohamed. Merci beaucoup Mohamed. Bonjour à tous, je vais essayer de faire pas trop long. Alors, le 17 octobre 2023, alors que venait de débuter à Gaza une offensive qui semble aujourd'hui sans fin et dont le bilan approche 38 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, Mediapart avait interrogé Ziad Meddouk, écrivain et professeur à l'université Al-Aqsa et à celle de Gaza. Tandis que sa famille, comme des centaines de milliers d'habitants de la ville de Gaza, fuyaient vers le sud de l'enclave, il affirmait haut et fort son refus de partir. Pourquoi ai-je décidé de rester seul et de subir l'horreur, l'angoisse et l'inquiétude? Parce que je ne veux pas vivre une deuxième Nakba, une deuxième catastrophe. Si aujourd'hui je quitte ma maison, ma ville, Gaza, je quitte la Palestine et je serai de nouveau réfugié, expliquait-il à Mediapart. 8 mois plus tard, alors qu'il a perdu de nombreux proches, notamment son frère, la femme de celui-ci et leurs 5 enfants dans un bombardement israélien, nous avons pu le recontacter, entretien à travers un WhatsApp à la connexion aléatoire. Alors du coup, la première question qu'on lui a posée, c'est « Êtes-vous resté à Gaza City depuis le début de l'offensive militaire israélienne ?» Donc du coup, il a dû changer 5 fois de maison depuis la destruction de son immeuble en décembre 2023. Les opérations, il dit qu'elles se font principalement dans le sud de Gaza,
mais qu'il y a aussi des offensives qui persistent dans les ruines au nord de Gaza. Et du coup, actuellement, la bande de Gaza, elle est coupée en 3. Donc on a à peu près 600 000 Palestiniens qui sont au sud. On a quelques dizaines de milliers qui sont toujours au nord. On en a des dizaines de milliers qui sont au sud, mais la majeure partie, elle se trouve dans la partie centrale palestinienne. Donc ensuite, on lui a demandé parvenez-vous à trouver de quoi vous nourrir. Donc du coup, la situation actuelle, c'est une véritable famine, principalement au nord de Gaza. Et pour cause, du coup, il n'y a pas d'aide humanitaire qui rentre en Palestine. Le kilo de riz il était à 30 € et le kilo de sucre à 40. Les 3 premiers mois, donc sur octobre, novembre et décembre, on pouvait trouver de la nourriture, mais à partir de janvier, plus rien. Faut savoir que le kilo de farine, il était à peu près à 120 €. Et du coup, Ziad, il nous dit que parfois il mangeait de l'herbe et que parfois il mangeait plus pendant 3 jours. À partir de mi-avril, on a eu la situation s'est un peu nettement améliorée parce que du coup, suite à la pression internationale, on avait plus de camions d'aide humanitaire qui rentraient. Mais depuis l'offensive qu'on a pu tous pu suivre au mois de mai sur Rafah, du coup, il n'y a plus aucun camion qui rentre et du coup, une nouvelle pénurie. La seule différence, c'est que du coup, le stock de farine, il avait pu être reconstitué et que du coup, ça permettait à certaines boulangeries de fonctionner, mais que le kilo de farine était toujours à 15 €. Et surtout, un humain, il ne peut pas se contenter seulement de manger du pain, il lui faut aussi des fruits et légumes. Du coup, qu'en est-il de l'accès à l'eau potable ? Donc chaque foyer, il a le droit qu'à 16 litres d'eau potable et seulement tous les 3 jours. Ils sont obligés de marcher des kilomètres et des kilomètres pour atteindre les lieux où il y a des distributions d'eau. Et pour l'avoir, ils sont obligés d'attendre des heures. À savoir que depuis le début de l'offensive israélienne, donc au mois d'octobre, il y a 732 puits d'eau potable qui ont été détruits dans la bande de Gaza en seulement 9 mois. Et à savoir qu'un jerrycan de 16 litres d'eau se vend aux alentours de 3 à 4 €. Du coup, on lui a demandé s'il trouvait encore la force de témoigner. Donc lui il nous dit que cela reste important et cela calme ma colère, mais c'est vrai que le sentiment d'impuissance et d'abandon est difficile à supporter. Notre sort dépend entièrement de la communauté internationale. Les verrous se trouvent chez les Israéliens, mais les clés se trouvent en Europe, aux États-Unis et dans les pays arabes, et personne ne fait véritablement pression sur Israël. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et même le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcent pour un cessez-le-feu et disent que Gaza est en train de vivre un crime contre l'humanité, mais cela ne change rien. Les Américains affirment être en désaccord avec les opérations militaires menées à Rafah, mais continuent de livrer des armes. La communauté internationale dans son ensemble est complice, même si je mets à part les manifestants de Londres, New York ou Paris qui s'opposent au malheur des Palestiniens. Mais nous avons besoin de concret, nous avons besoin que toute cette souffrance s'arrête enfin. Nous ne pouvons plus nous contenter de décisions en notre faveur si elles ne sont pas appliquées. Du coup, on lui a dit qu'il était enseignant dans plusieurs universités de Gaza et on lui a demandé si leur destruction signifiait pour lui une volonté de raser l'avenir de la jeunesse palestinienne. Il répond bien sûr, toutes les universités ont été détruites et spécifiquement ciblées. Il est impossible de faire des cours en ligne puisque l'accès à Internet est très aléatoire. Mais ce ne sont pas seulement les universités qui ont été visées par l'occupation, c'est l'ensemble du système éducatif, du système de santé, des routes. Toutes les infrastructures civiles ont été détruites et on voit bien que l'objectif de l'armée israélienne, quand elle a fait incursion, n'est pas de détruire le Hamas ou de récupérer les otages, mais de rendre Gaza inhabitable afin que les Palestiniens s'en aillent. Très peu de personnes sont parties de Palestine, que ce soit par le terminal de Rafah quand il était ouvert ou par la mer, car celle-ci est trop risquée. Les personnes parties au sud sont retournées au nord. Malgré le carnage impensable qui se déroule ici, l'armée de l'occupation ne parvient pas à nous faire partir parce que la résistance populaire palestinienne consiste précisément à refuser de s'en aller de nos terres. Voilà, merci. Merci à toi Mohamed et merci à notre ami Ziad Meddour de Gaza. Alors, on va vous demander encore quelques minutes d'attention.
pour passer la parole à nos amis de l'Union juive française pour la paix. Souvent on nous parle, les instances censées être représentatives des juifs en France parlent d'une voix et elles parlent comme si elles parlaient au nom de tous les juifs. Il y a nos amis juifs aussi antisionistes qui sont sur le combat aussi que nous menons. Il est important aussi de leur donner la parole pour dire que tous les juifs ne sont pas derrière ce projet colonial. Nous allons passer la parole quelques minutes à Sarah de l'Union juive française pour la paix. Merci à vous. Bonjour. À l'heure où la violence du génocide augmente encore, ils nous surprennent toujours. Il y a une semaine, 300 morts en une journée. Il est essentiel et logique de rappeler que la critique de cette politique sioniste criminelle n'a rien à voir avec de l'antisémitisme, bien sûr. Au lendemain de la commémoration de la rafle du Veldiv, on se souvient que le gouvernement français est largement impliqué dans ce crime et le génocide des Juifs, et que ce ne sont pas les Palestiniens qui en sont responsables. Et l'utilisation qu'ils font aujourd'hui de notre histoire est une honte et une honte à notre mémoire qui est utilisée et souillée aujourd'hui. Lors de son traditionnel discours aux armées du 13 juillet, le président Macron, prétendant lutter pour éviter l'embrasement au Proche-Orient, parle de Gaza comme d'un drame, mais sans un mot de condamnation de l'entreprise génocidaire en cours, se contentant d'affirmer le cessez-le-feu nécessaire et répétant que la sécurité d'Israël n'est pas négociable, ce qui n'est visiblement pas pour lui le cas pour la population palestinienne, affamée, bombardée, opprimée, colonisée, humiliée, en Cisjordanie également, même si le génocide à Gaza a tendance à le masquer. Macron entraîne la France dans cette politique du déni, de refus de s'associer aux plaintes devant la Cour internationale de justice, de refus de sanctionner le terrorisme d'État du gouvernement Netanyahou. Au contraire, il accueille à bras ouverts les Israéliens au Tour de France comme au JO. Donc pour la période des vacances, l'UJFP appelle toutes et tous les adhérents et sympathisants à continuer la mobilisation. Et on se souvient que ce projet colonial de remplacement est une utilisation de l'histoire juive, et ça reste un projet colonial, et que les juifs sont historiquement contre ce projet sioniste, contre le projet d'occupation de la Palestine. Et que, comme Blanche Gardin nous l'a rappelé récemment, et heureusement qu'il faut critiquer la politique coloniale génocidaire d'Israël actuellement. Merci. Merci Sarah de l'Union juive française pour la paix. Donc on va vous rappeler la date de la semaine prochaine. Nous vous attendons à 15h au même lieu pour demander le cessez-le-feu total et permanent, l'arrêt de la guerre contre le peuple palestinien, la levée durable du blocus de Gaza, une protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, et un sujet que nous n'avons pas abordé mais que nous abordons à chaque fois, peut-être qu'on y reviendra la semaine prochaine, c'est l'arrêt des livraisons d'armes. Ça, c'est une question qu'on n'a pas beaucoup abordée, mais elle est très importante, souvent la question de pourquoi, bon sang, la France soutient ce génocide. Parce que la France, elle n'a rien à faire d'Israël, elle n'en a rien à faire des Palestiniens. C'est qu'une affaire de commerce, et que la France gagne beaucoup d'argent sur ce massacre. C'est-à-dire que la France vend des armes. Et c'est pour cela que on demande, nous, l'arrêt des livraisons et toute coopération militaire et sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a des échanges entre Israël sur le savoir-faire aussi. C'est-à-dire que Israël, sachez que chaque année, elle participe à un salon de l'armement à Paris qui s'appelle Eurosatori. L'horreur! Cette année, ils étaient 70 exposants qui n'ont pas pu exposer. Donc ça, c'est une belle victoire quand même. Pour qu'on y ait, poussons l'horreur
c'est-à-dire que durant ces expositions, durant ce salon, Israël se vante de ces armes qu'elle vient vendre et de les tester sur des êtres humains. Qui sont ces êtres humains? Évidemment, ce sont les Palestiniens. Elle vient se vanter je dirais de tout l'appareil sécuritaire et de sécurité qu'elle impose aux Palestiniens, notamment tout ce qui concerne aussi, sachez-le, la torture, etc. Elle vient exporter son savoir-faire durant ces salons. Donc voilà la France, quel intérêt elle a, c'est qu'elle y gagne aussi beaucoup d'argent. Tant que la guerre continue à Gaza, la France gagne beaucoup d'argent, sachons-le. Donc, honte à la France évidemment, nous redemandons évidemment, la France est complice, reconnaissance par la France de l'État de Palestine, et nous demandons que ce ne soit pas que des mots, parce que reconnaître la Palestine, c'est pas du déclaratif, reconnaître la Palestine, c'est d'abord des actes, et des actes forts. Donc, et nous demandons aussi la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Qu'est-ce que c'est que cet accord d'association? C'est bien plein de jolis mots. C'est des accords qui existent au niveau européen entre Israël et les pays d'Europe, c'est-à-dire au niveau du commerce. Israël, elle a des avantages comme si qu'elle faisait partie d'un pays européen. Donc, pour commercer avec l'Europe, pour bénéficier de tous ces avantages, il faut respecter cet accord. Et cet accord, dans l'article 2, dit qu'on ne peut plus commercer avec des pays, l'article 2 dit, qui ne respectent pas le droit humain. Qu'est-ce qu'on attend pour suspendre cet accord? C'est ce que nous demandons, nous, au niveau européen. Il y a ce que nous demandons au niveau de l'Europe, au niveau des députés, de dénoncer cet accord pour qu'Israël ne commerce plus avec que l'Europe ne commerce plus avec Israël, et pour ce qui nous concerne, pour que la France ne commerce plus avec Israël. Mais nous avons, et c'est là, un grand rôle à jouer. C'est-à-dire que le rapport de force, c'est nous qui allons le mener. Et la question du boycott aussi, elle a tout son sens dans ce que je suis en train de dire. N'achetons plus de produits made in Israël, parce que Israël n'est pas un État comme tous les États. Donc c'est à nous maintenant, désormais, de ne plus acheter dans les magasins les fruits, les légumes. Ils sont affichés, on ne peut pas dire je ne le savais pas. C'est écrit, il y a les mandarines, les avocats, les pamplemousses, etc., les patates douces, c'est écrit. Pourquoi c'est écrit d'ailleurs? Vous savez pourquoi c'est écrit? Pourquoi quand si vous achetez un pantalon, c'est pas écrit? Pourquoi quand il y a les fruits et légumes, c'est écrit? Parce que c'est un combat que nous avons gagné. Nous l'avons mené et nous avons demandé à ce que cette loi, c'est un article du journal officiel qui est paru, c'est une loi en France, au niveau des produits frais, de mentionner la provenance précise. Même si Israël ne respecte pas, elle est encore en train de nous faire des trafics, ils sont obligés de mettre Israël, mais s'ils ne le mettaient pas, bon, ça les arrangerait bien. Mais n'empêche que c'est des choses que nous gagnons et nous avons besoin de votre soutien, de vos actions pour pouvoir remporter ces luttes que nous menons. Merci beaucoup à vous, merci de votre attention. On vous attend samedi à 15h, même lieu. Et je vous demanderai chacun de ramener encore 10 personnes avec vous, s'il vous plaît, parce que si on était à la place des Palestiniens, je le dis toujours, en train de se faire bombarder, en train de mourir de famine, de voir ses enfants mourir de famine, en train, là actuellement, c'est la polio qui est rentrée à Gaza, là, depuis ces jours-ci, sans médicaments. C'est-à-dire qu'ils assistent maintenant à la mort de ce genre-là, par la maladie, par les eaux stagnantes. On n'a jamais vu des nuisibles comme ça, des espèces de rats, des bestioles, des piqûres chez les enfants qu'on n'a jamais vu de ce type-là. On n'a rien pour soigner, on n'a rien pour faire. Donc si on était à leur place, on aimerait bien quand même un minima, c'est de sortir comme nous le faisons. Et on vous attend tous très nombreux samedi prochain à 15h. Merci beaucoup.